Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité aux 19h. Voici les titres du journal. C'est la semaine prochaine que reprendront les consultations que mène le chef du gouvernement désigné pour la formation de la nouvelle majorité gouvernementale. Dans l'attente de la formation de ce futur gouvernement, le processus électoral se poursuit avec l'élection des présidents des communes et des présidents des régions. La vague épidémique de Covid-19 est en pleine phase descendante. La courbe des décès enregistre une baisse significative pour la 4e semaine de suite, soit une baisse de 25,6%. Nous suivrons le reportage à la morgue de Marrakech. Et puis en fin de journal, nous prendrons la direction d'El Jadida pour aller à la découverte de la cité portugaise. De nombreux vestiges subsistent encore aujourd'hui, remarquablement protégés. La cité est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce rappel pour entamer cette édition, c'est la semaine prochaine que reprendront les consultations que mène le chef du gouvernement désigné pour la formation de la nouvelle majorité gouvernementale. D'ici là, le processus électoral se poursuit avec l'élection des présidents des communes et des présidents des régions, une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique au Maroc. Après l'Ayoun Saqiya al-Hamra hier, 2 régions ont élu leur président ce matin, la Oued Dahab et Souss Massa, et c'est El Khtat Yenjab du parti de l'Istiqlal qui a été réélu président du conseil de la région d'Akhla Oued Dahab et Karim Ashengli du RNI qui a été élu à l'unanimité président du conseil de la région Souss Massa. Le processus électoral, c'est aussi l'élection de présidents de conseils communaux. Plusieurs villes, municipalités et communes ont élu ce matin leurs présidents et membres du conseil, de Sidi Ifni à Bni Mellal et à Marrakech, ou encore Smara et l'Ayoun. Quelques escales avec Mohamed Eitlishkar. Première escale, Marrakech, où Fatim Zahra Mansouri du parti Authenticité Modernité a été élue ce matin présidente du conseil communal de la ville Ocre. Madame Mansouri qui a obtenu la majorité absolue des voix, 79. La priorité des priorités, c'est déjà la mise à niveau de la ville en termes de gestion déléguée, nettoiement, une mise à niveau rapide pour montrer aux citoyens que le conseil est là, qu'il s'installe. Mais plus que tout, ce qu'il faut considérer à moyen terme, c'est une ouverture de la ville sur une autre économie, renforcer le tourisme, continuer de renforcer le tourisme qui est l'économie principale de Marrakech et qui devra le rester, mais avec des intentions d'ouvrir sur d'autres secteurs afin de créer de l'emploi dans notre ville et dans notre région, que nos jeunes restent dans leur ville et qu'ils soient fiers d'y résider, d'y habiter et d'y contribuer. Le parti du PAM est majoritaire au sein du conseil avec 48 sièges sur un total de 193 au niveau des 5 arrondissements de la ville de Marrakech, Guéli, Sidi Ismaïl, Nakhil, Marrakech Médina et Menara, en plus de la municipalité du Mechouar. Direction la ville de l'Ayoun, où Moulay Hamdi Ould Rachid du parti de l'Istiqlal a été réélu ce matin président du conseil municipal de la métropole du Sahara marocain. Moulay Hamdi Ould Rachid a obtenu 28 voix sur les 43 que compte le conseil municipal de l'Ayoun. Le parti de l'Istiqlal a largement dominé les élections communales du 8 septembre dernier en remportant 20 sièges du conseil municipal, suivi du parti Authenticité Modernité et du Rassemblement national des indépendants qui a décroché 3 sièges. À Dakhla, autre grande ville du Sahara marocain, Raghab Hormatallah du Rassemblement national des indépendants a été élu ce matin président du conseil communal de la péninsule. M. Hormatallah a été élu à la majorité absolue, 32 voix. Le parti de l'Istiqlal est arrivé en tête du conseil communal de Dakhla en décrochant 9 sur un total de 35 sièges à l'issue du scrutin du 8 septembre dernier.
L'élection du Conseil a été à une majorité confortable, ce qui montre que ce Conseil représente tous les partis et courants politiques. Élection également ce matin à Sidi Ifni de Rachid Tabbah du parti Authenticité et Modernité. Monsieur Tabbah qui a été élu à l'issue d'un scrutin plutôt serré, 16 voix sur 28. Et puis, sachez que le Rassemblement national des indépendants, le parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiqlal ont décidé de coopérer, d'œuvrer ensemble pour former une majorité au sein des conseils élus dans lesquels ils sont représentés. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint rendu public ce vendredi. Direction Vienne à présent, le vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE salue l'engagement du Maroc en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Pascal Alizard a salué également le bon déroulement des élections du 8 septembre au Maroc et rappelé que la mission d'observation des élections déployée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a évalué ces élections comme étant transparentes et organisées avec succès, en dépit de nombreux défis posés par la pandémie. Une conférence ministérielle a été organisée par le département d'État américain pour commémorer le premier anniversaire des accords d'Abraham. À l'occasion de cette conférence et intervenant par visioconférence, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré l'engagement inébranlable du Royaume en faveur de la paix régionale. Quant au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il a salué l'approfondissement des relations diplomatiques entre le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël, un an après la signature des accords d'Abraham. Nissine El-Hamdaoui. Cette réunion virtuelle a été marquée par l'intervention du secrétaire d'État américain. Anthony Blinken s'est félicité de l'approfondissement des relations diplomatiques entre le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël, un an après la signature des accords d'Abraham. Des accords dont les bénéfices ne cessent de croître, souligne le chef de la diplomatie américaine. Relevant à cet égard la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid le mois dernier au Maroc, la première visite d'un ministre israélien au Royaume depuis 2003, tout en ajoutant que les deux pays ont récemment ouvert des bureaux de liaison. Ainsi, les relations diplomatiques ont rendu possible le lancement de vols entre Israël et le Maroc, entre Israël et le Bahreïn et entre Israël et les Émirats arabes unis, a-t-il indiqué. Nombreux sont ceux qui cherchent à raviver les relations de longue date qui ont été coupées jusqu'à présent, relève le secrétaire d'État américain, rappelant que plus d'1 million d'Israéliens sont d'origine marocaine, dont 5 ministres du gouvernement actuel d'Israël. Pour M. Blinken, l'approfondissement des relations diplomatiques fournit également les bases nécessaires pour relever les défis qui exigent une coopération entre les nations, comme la réduction des tensions régionales, la lutte contre le terrorisme et l'atténuation de l'impact de la crise climatique. Évoquant le conflit au Proche-Orient, M. Blinken a soutenu qu'il faut s'appuyer sur ces relations croissantes et cette normalisation grandissante pour apporter des améliorations tangibles à la vie des Palestiniens et pour progresser vers l'objectif de longue date de faire avancer la paix. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères affirme lors de son intervention « L'un de nos objectifs communs est de faire en sorte que d'autres pays suivent notre exemple et nous rejoignent dans ces accords et dans cette nouvelle ère de coopération et d'amitié. L'année dernière, nous avons lancé des vols directs, nous avons eu des visites réciproques et nous avons signé des dizaines d'accords durant le mois écoulé, a-t-il fait savoir, ajoutant que d'autres encore suivront. Et M. Lapid de préciser « Nous allons consacrer les prochaines années à des projets stratégiques d'infrastructures dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de la sécurité, de l'alimentation et de la connectivité à un niveau régional. » Pour le chef de la diplomatie du Bahreïn, l'an dernier a montré qu'en dépit des défis, le changement est possible pour notre région sur la voie de la sécurité et la paix pour nous tous.
Abondant dans ce sens, le représentant des Émirats arabes unis affirme « Nous pouvons tous être plus constructifs en édifiant un espace de confiance qui nous permettra d'écarter une grande partie des craintes du passé et de les remplacer par des espoirs pour l'avenir ». Anwar Gargash met l'accent à cet égard sur les immenses opportunités de paix et de coopération offertes par les accords d'Abraham, en particulier pour les jeunes générations. Maroc-Pologne, à l'issue d'une visite d'affaires dans les provinces du Sud, la mission économique polonaise a eu aujourd'hui des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Un moment fort et l'occasion pour les membres de la mission polonaise de présenter les résultats de leur mission organisée par l'ambassade du Maroc à Varsovie, ce qui devrait signer le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays. On en fait le point avec Nadia Moudden, Mohamed Touanina et Mrim El-Messi. En fin de mission dans les provinces du Sud, ces hommes d'affaires polonais font le dernier point sur leur visite. Pendant 5 jours, ils ont été sur le terrain. Des entreprises polonaises de premier rang, persuadés de la dynamique des investissements directs dans la région sud du royaume. Tout ce que nous avons vu, effectivement, vraiment a dépassé nos attentes. Nous avons pu constater, encore une fois, beaucoup plus que nous avons espéré de voir. Les potentiels économiques des provinces du Sud permettent de réaliser vraiment des investissements polonais, également débouchant sur tout le marché africain. Des chefs d'entreprise séduits par un climat d'affaires propice et une panoplie d'atouts qu'offre la région aux capitaux étrangers. L'occasion pour la délégation pilotée par l'ambassadeur du Maroc en Pologne de tirer le bilan de sa mission auprès du ministre des Affaires étrangères. Notre visite dans les villes de Laayoune et Dakhla nous a permis de constater un grand nombre d'opportunités économiques. Les provinces du Sud sont un hub stratégique. C'est aussi un portail vers l'Afrique pour le marché polonais et européen. En plein essor économique, le Sahara marocain conserve son attrait aux yeux des investisseurs tentés par se relocaliser. Direction à présent en Mexico, où un détachement des forces armées royales a pris part hier au traditionnel défilé militaire organisé en commémoration du bicentenaire de l'indépendance du Mexique. Le détachement marocain fait partie de 13 délégations étrangères qui ont pris part à ce défilé. Outre son chef, le détachement marocain était composé de 6 éléments porte-drapeau et de 9 lignes de 3 soldats. Il a été salué par une salve d'applaudissements en guise de reconnaissance de la participation du Royaume à cette célébration importante pour le peuple mexicain. Marruecos se encuentra situado al norte del continente africano, entre el Océano Atlántico. Covid-19, la situation épidémiologique tend encore vers l'amélioration. Durant ces dernières 24 heures, 2412 nouveaux cas d'infection et 53 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer. Les cas actifs s'élèvent à 25 407 alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1484, dont 52 placés sous intubation. Et pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre de primo-vaccinés dépasse désormais les 20 930 000, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à près de 17 371 000. La vague épidémique de Covid-19 est en pleine phase descendante après le pic atteint vers la mi-août, courant. Les chiffres le confirment, le nombre des cas critiques a chuté de 30%. La courbe des décès enregistre également une baisse significative pour la 4e semaine de suite, passant de 645 décès il y a 2 semaines à 473 décès, soit une baisse de 25,6%. Chiffre du bilan mensuel de la situation épidémiologique au Maroc présenté il y a 2 jours. Reportage à la morgue de Marrakech, Soumia Belayachi, Hassan Mskour et Oumaïma Rabli. Conduire un bancard vers la chambre froide, ce gestionnaire à la morgue de Marrakech l'a beaucoup répété durant ces dernières semaines. Chaque jour, c'est une dizaine de cercueils qu'il devait enregistrer, des personnes décédées des suites du Covid. Un va-et-vient incessant qui a duré plus de 2 mois.
Il y a quelques semaines, le nombre des décès du Covid avait connu une hausse vertigineuse. Mais depuis le début de ce mois, nous constatons une nette baisse. Un soulagement pour ce staff médical. Sous pression depuis des mois, aujourd'hui, ils peuvent enfin souffler. La gestion d'une dépouille de Covid est compliquée. Nous avons fait face à beaucoup de stress. Recevoir une dizaine de cercueils chaque jour était éprouvant, physiquement et mentalement. La prise en charge des dépouilles est très cadrée. Il faut d'abord vérifier les causes du décès avec l'hôpital, informer la famille, avant de prendre contact avec les services mortuaires. Au sein de ce service, la pression est redescendue. Hier, seules 2 dépouilles ont été enregistrées, une tendance baissière qui se confirme partout sous nos cieux. Pour la 4e semaine de suite, la baisse du nombre de décès avoisine les 26%. En fin de journal, nous prenons la direction d'El Jadida pour aller à la découverte de la cité portugaise, un quartier historique proche de la médina de la ville. Construite au XVIe siècle par les marins portugais, elle fut une cité prospère. De nombreux vestiges subsistent encore aujourd'hui, remarquablement protégés. La cité est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Hassan Zaki, Mohamed Chikir, Zakaria Mouqinbillah, Souad Nachat. Déambuler dans les ruelles de la cité portugaise, c'est revisiter plus de 2 siècles d'histoire. En empruntant le chemin de ronde, le visiteur peut apprécier les tours et remparts et profiter d'une vue imprenable sur la ville, les plages et le littoral. Malgré la pandémie, les visiteurs sont toujours aussi nombreux. C'est un passage obligé pour les touristes nationaux et étrangers. Des travaux d'aménagement ont été réalisés par les résidents du quartier et des étrangers, mais beaucoup reste à faire au niveau de la restauration, du gardiennage et de la propreté. Je réside à Salé. C'est la première fois que je visite la cité portugaise d'El Jadida. Le site est splendide. Il exprime une forte charge historique et culturelle. Il témoigne de la diversité du patrimoine marocain. Je suis impressionné par cet endroit et par l'architecture de cette forteresse imposante qui servait à défendre la ville contre les invasions. Les remparts ont résisté au temps jusqu'à aujourd'hui. Les fortifications avec leurs bastions et leurs murailles témoignent de l'architecture militaire portugaise. Les édifices sont toujours visibles, un bel exemple des influences croisées entre les cultures européennes et marocaines. Auparavant, des bâtiments étaient délaissés et à l'abandon. Aujourd'hui, des édifices ont été réhabilités pour servir de lieux de culture, théâtre, galeries d'art, escala. Beaucoup d'efforts sont fournis pour faire de ce quartier une destination touristique par excellence. Avec ses rues pavées, ses ruelles étroites et ses remparts donnant sur le littoral, cette citadelle est un lieu pittoresque, un voyage dans le temps. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité portugaise est un atout touristique phare de la cité des Doucala. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. J'aurai le plaisir demain de vous retrouver à la même heure, 19h. Excellente soirée.